Je m'appelle Zef et je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé et ce que j'ai découvert caché derrière cette photo de famille. Quand les gens entendent que je suis architecte à Denver, ils imaginent des rendus impeccables et des tours de verre et une sorte de contrôle calme. La vérité, c'est que je passe la plupart de mes journées à résoudre des problèmes qui apparaissent sans prévenir. Le genre de problème que vous ne voyez pas sur les photos finales. Un fournisseur envoie de l'acier de mauvaise jauge. Un sous-traitant manque une mesure. Un planning dérape d'une demi-heure. Et soudain, toute la journée est une ligne de domino. Je suis doué pour ça, non pas parce que je suis bruyant, mais parce que je ne panique pas. Je prends une grande respiration. Je regarde ce qui est réel et je résous ce qui est devant moi. Honnêtement, ça a été toute ma vie. Ce matin-là, je me tenais dans un hall à moitié fini, mon casque de chantier sous le bras, écoutant un contremaître m'expliquer pourquoi une livraison avait été réacheminée vers le mauvais site. Je n'étais même pas en colère. J'ai simplement regardé les documents, posé 2 questions brèves, et j'ai commencé à passer des appels. Corriger l'itinéraire, faire demi-tour au camion, repousser l'équipe d'installation d'1 heure, faire en sorte que ça marche. Pendant que je faisais ça, mon téléphone a vibré dans ma poche. Une de ces vibrations silencieuses qui signifie généralement un rappel de calendrier ou une notification bancaire. Je l'ai ignoré jusqu'à ce que l'équipe se remette en mouvement, jusqu'à ce que le problème soit contenu, comme j'aime que les choses soient contenues. Quand j'ai finalement regardé, ce n'était pas une alerte de travail. C'était ma banque, paiement de l'hypothèque traitée, transfert de séquestre programmé, estimation des impôts fonciers ajustés. Les mêmes lignes, la même petite confirmation propre comme un métronome que je ne me souvenais pas avoir réglé. Sauf que je me souvenais de l'avoir réglé. Je l'avais dit il y a 3 ans, à l'époque où la mauvaise passe temporaire de mes parents était encore censée être temporaire. À l'époque où je me disais que je les aiderais à se remettre sur pied et qu'ensuite tout s'arrangerait. 3 ans plus tard, mon compte libérait toujours cet argent comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Comme si mon rôle dans la famille n'était pas celui d'un fils, mais d'une fonction mensuelle. Je m'appelle Beck Calder. La plupart des gens m'appellent Zef. J'ai 31 ans. Je vis dans un petit appartement à Denver que je garde bien rangé parce que le désordre me donne l'impression de perdre le contrôle. Mes parents, Darlene et Hank Calder, vivent à Charleston, en Caroline du Sud, dans la même maison où j'ai grandi. La maison qui a toujours l'aménagement paysager de ma mère et les vieux outils de mon père dans le garage, et le genre de porche d'entrée qui rend bien en photo. C'est la maison qui existe en ce moment parce que l'hypothèque et les impôts continuent d'être payés par moi. Je n'ai pas commencé à payer parce que je voulais un moyen de pression. J'ai commencé parce que je ne voulais pas qu'ils perdent la maison. C'est ce que fait un bon garçon, n'est-ce pas? On aide, on est présent, on s'occupe des choses. Je me suis dit que c'était de l'amour. Je me suis dit que c'était de la loyauté. Je me suis dit que si j'étais assez fiable, si je rendais leur vie assez stable, ils me regarderaient enfin comme si j'avais de l'importance au-delà de ce que je pouvais fournir. Mais ma famille a un schéma, et il est simple. Quand quelque chose se casse, mon téléphone s'allume. Quand rien ne se casse, je disparais. Les appels arrivent toujours emballés comme de la conversation de salon. Comment ça va à Denver? Comment va le travail? Tu manges assez? Et puis la vraie raison arrive comme une main qui glisse sur une table. Le toit a besoin d'être réparé. L'association des propriétaires a de nouveau augmenté les frais. L'impôt foncier a bondi. Peux-tu couvrir la différence? La prime d'assurance est due et c'est juste un peu plus que ce à quoi nous nous attendions. Ma mère a une façon de dire ces mots, juste un peu, comme si le fait de le rendre plus petit le rendait moins réel. Personne n'appelle pour demander comment se passe ma semaine et attend réellement la réponse. Personne n'appelle pour me dire qu'ils sont fiers de moi. Personne n'appelle juste pour entendre ma voix. Pas à moins qu'il n'y ait un chiffre attaché. Je ne l'ai pas toujours vu. Ou peut-être que je l'ai vu et que je me suis entraîné à ne pas le voir. En grandissant, ma sœur Marie était celle autour de qui la maison tournait. Elle pouvait ramener un projet artistique médiocre et ma mère le mettait sur le frigo comme s'il appartenait à une galerie. Si Marie chantait dans un récital scolaire, toute la famille se présentait avec des appareils photo. Si elle pleurait, l'atmosphère dans la maison changeait autour d'elle comme le temps. J'ai appris très tôt que mes réussites étaient traitées comme des attentes, pas des célébrations. Si je réussissais, c'était juste ce que j'étais censé faire. Si Marie faisait quoi que ce soit, c'était la preuve qu'elle était spéciale. Le déséquilibre n'a jamais été annoncé.
Il était simplement vécu. Mon père, Hank, ne s'est jamais opposé à ma mère à ce sujet. Il s'asseyait à table, les épaules légèrement voûtées, les yeux baissés, comme s'il essayait de prendre moins de place. Si ma mère me lançait une remarque, trop sérieux, trop distant, trop concentré sur le travail, il marmonnait quelque chose comme « Tu sais comment est ta mère ?» Comme si ça mettait fin à la conversation. Comme si mes sentiments étaient une tempête qui pouvait être ignorée jusqu'à ce qu'elle passe. Alors je me suis adapté. Je suis devenu le silencieux, le capable, celui qui n'avait besoin de rien. Et quand j'ai enfin eu un vrai travail et que mes parents ont eu une vraie facture, je suis intervenu sans qu'on me le demande 2 fois. Au début, ils semblaient reconnaissants. Puis c'est devenu normal. Puis c'est devenu une évidence. C'est pourquoi, lorsque ma mère a appelé au sujet de leur dîner d'anniversaire de mariage pour leurs 30 ans, je sentais déjà la forme de la conversation avant qu'elle n'en vienne au fait. Sa voix était douce de cette manière prudente qui signifiait toujours qu'elle était sur le point de me donner quelque chose de désagréable. Elle a parlé de la difficulté de planifier, de la façon dont les restaurants de Charleston se remplissent tôt, de sa volonté que tout soit parfait. Elle a décrit l'endroit en centre-ville comme si elle lisait une brochure, des lumières dorées, des nappes blanches, une salle privée, et je pouvais l'imaginer instantanément, non pas parce que j'y étais allé, mais parce que ma mère adore une scène qui rend bien en photo. Puis elle a fait une pause, juste assez longue pour que mon estomac se serre. « Zef, a-t-elle dit, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Les places sont limitées. C'est une salle plus petite. Nous gardons ça intime. Ça n'a pas fait-il tout de suite. Ça a atterri doucement, comme un flocon de neige que l'on ne remarque pas jusqu'à ce que le froid s'installe. J'ai éloigné mon téléphone de mon oreille et j'ai regardé les plans de construction sur mon bureau, comme si les lignes pouvaient se réorganiser en quelque chose qui aurait du sens. Alors, ai-je dit, parce que j'avais besoin qu'elle le dise à voix haute. Alors nous n'invitons que quelques personnes, a-t-elle poursuivi, la voix douce, presque désolée. De la famille très proche. J'espère que tu ne le prendras pas personnellement. Tu sais que je t'aime. Tu es juste si occupé et nous avons dû faire des choix. Faire des choix. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu demander qui exactement comptait comme famille proche si ce n'était pas moi. J'aurais pu demander combien de places il y avait et combien de personnes étaient devenues plus essentielles que le fils qui payait leur hypothèque, mais je ne l'ai pas fait. J'ai entendu ma propre voix sortir, calme et contrôlée, comme si je gérais un retard sur un chantier. C'est bon, ai-je dit. Passez une bonne soirée. Ma mère a semblé soulagée, comme si elle s'était préparée à une dispute et était reconnaissante que je lui ai épargné l'effort. Elle a dit au revoir chaleureusement, de la manière dont on le fait quand on pense avoir bien géré quelque chose. Après avoir raccroché, je suis resté assis sans bouger pendant un long moment. Pas dévasté, pas en larmes, juste silencieux d'une manière qui semblait nouvelle. L'expression « place limitée » n'arrêtait pas de résonner, et plus elle résonnait, plus elle me semblait familière, non pas comme un problème logistique, mais comme une excuse de toute une vie. Il y avait toujours une raison pour laquelle je ne cadrais pas tout à fait. Toujours une explication qui rendait l'exclusion raisonnable si l'on ne regardait pas de trop près. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Un message de Marie. Ne le prends pas personnellement. Tu es occupé de toute façon. C'était le genre de texto qui prétend être gentil tout en enfonçant le couteau plus profondément. Comme si elle m'offrait du réconfort depuis un siège dont elle savait qu'il m'avait été refusé. Je l'ai regardé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis je l'ai rallumé et l'ai regardé à nouveau. J'ai tapé une réponse, les supprimer, en ai tapé une autre. Les supprimer aussi. Que étais-je censé dire? Que ça faisait mal, que c'était humiliant, que j'en avais assez d'être le fantôme qui payait pour maintenir leur vie debout. Au lieu de cela, j'ai posé mon téléphone et j'ai regardé autour de mon appartement, les comptoirs propres et le silence. J'ai réalisé quelque chose de froid, quelque chose que je ne voulais pas admettre. Ils n'avaient pas oublié de m'inviter. Ils avaient choisi de ne pas le faire. Et le pire, c'était la facilité avec laquelle ils supposaient que je continuerais à payer de toute façon. Cette nuit-là, je suis resté au lit, fixant le plafond, essayant de me convaincre que c'était peut-être vraiment une question de place, que peut-être ma mère avait vraiment dû exclure quelqu'un. Mais la question ne me quittait pas. Si la salle était trop petite pour moi, qui exactement était assis à ma place? Et pourquoi avais-je toujours une place dans les factures mais jamais à la table? Le lendemain au travail,
je me déplaçais dans les réunions comme si j'étais sous l'eau. Je répondais aux questions. J'envoyais des emails. J'hochais la tête au bon moment, mais mon esprit tournait en rond autour du même point. De la même manière que votre langue trouve toujours un point douloureux même quand ça fait mal. Place limitée. Famille seulement. Des choix. Tess Navarro l'a remarqué avant tout le monde. Tess est assise à 2 bureaux de moi. Le genre de collègue qui ne bavarde pas, ne fouine pas, mais qui perçoit toujours la différence entre la fatigue et autre chose. Elle m'a surpris en train de fixer mon moniteur sans faire défiler, le curseur clignotant comme s'il essayait de me réveiller. Un café, a-t-elle demandé. Pas comme une suggestion, comme une bouée de sauvetage. Nous sommes allés dans un petit café au coin de la rue, le genre avec des tables en bois rayées et une file constante de gens qui font semblant de ne pas être désespérés. Tess a attendu que nous ayons nos boissons, que le bruit autour de nous facilite la parole sans se sentir exposé. Je lui ai raconté les bases, que mes parents fêtaient leur anniversaire de mariage à Charleston, que je n'étais pas invité, que ma mère avait dit que c'était parce que la salle du restaurant était petite. Tess n'a pas réagi comme les gens le font habituellement. Elle n'a pas dit « je suis sûr qu'elle ne le pensait pas » ou « les familles sont compliquées » ou aucune des phrases douces qui excusent tout. Elle m'a juste regardé par-dessus le bord de sa tasse, les yeux vifs et stables. « Tu paies leur hypothèque, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé. J'ai hésité, car le dire à voix haute rendait toujours la chose pire. « Oui », ai-je dit. « Hypothèque et impôts aussi. » Ça a commencé pendant le Covid, puis ça a continué. Tess a hoché la tête une fois, comme si elle venait de confirmer quelque chose qu'elle savait déjà. « Zef », a-t-elle dit. « Tu n'es pas leur fils dans cet arrangement. Tu es leur processeur de paiement. » Les mots ont frappé plus fort que l'appel de ma mère parce que Tess ne les a pas enrobés d'amour. Elle ne les a pas adoucis. Elle n'a pas fait semblant. Elle l'a dit comme un fait. De la même manière qu'un ingénieur pointe une fissure et vous dit que la structure est compromise. J'ai eu un petit rire qui ne ressemblait pas au mien. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était vrai. Et je ne savais pas quoi faire de ça. Je sais, ai-je dit doucement. Je le sais depuis un moment. C'est juste. Je continue de penser que peut-être ça va changer. Ça ne changera pas, a dit Tess. Pas cruellement, juste honnêtement. Pas si tu continues à leur faciliter la tâche. Nous sommes restés assis en silence un instant. Dehors, un bus a sifflé en s'arrêtant. Quelqu'un a ri trop fort à une autre table. La vie continuait comme si ma poitrine n'était pas serrée. En retournant au bureau, j'ai essayé de discuter avec elle dans ma tête. Mes parents ne sont pas des monstres. Ce ne sont pas des méchants de dessins animés. Ma mère n'est pas mauvaise. Mon père n'est pas violent. Ce sont juste des gens qui se sont habitués à ce que je sois celui qui comble le vide. Et quand on est habitué à un filet de sécurité, on arrête de regarder en bas. Pourtant, la phrase de Tess m'a suivi comme une ombre. Processeur de paiement, pas une fonction familiale. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que j'avais fait une centaine de fois dans d'autres situations. J'ai essayé de réparer les choses dans le seul langage auquel je savais que ma famille répondait. Pas en les confrontant, pas en exigeant le respect, mais en étant utile, en offrant quelque chose qui pouvait être encadré, littéralement et émotionnellement. Je leur ai commandé un cadeau. Rien de spectaculaire, rien de cher. Un petit cadre photo en argent avec une simple gravure, 30 ans. Je l'ai choisi parce qu'il me semblait symbolique. Parce que je voulais que mon absence soit encore présente d'une certaine manière. Je voulais qu'il l'ouvre et pense, Zef s'est souvenu de nous. Zef se soucie de nous. Peut-être que la prochaine fois, nous lui ferons de la place. J'ai écrit une courte carte, prudente et sobre. Félicitations. Je vous souhaite encore de nombreuses années heureuses. Je n'ai pas mentionné l'invitation. Je n'ai pas mentionné la peine. Je l'ai emballé soigneusement, de la manière dont j'emballe tout ce que je ne peux pas dire, et je l'ai expédié à Charleston avec un suivi, parce que j'aime avoir des preuves quand j'envoie des parties de moi-même dans des endroits qui ne les renvoient pas toujours avec douceur. Pendant 2 jours, j'ai vérifié le lien de suivi plus que je n'aurais dû. Livré, a-t-il finalement indiqué. J'ai imaginé ma mère le posant sur la table à côté des autres détails de la fête, son écriture soignée sur les cartons de table, sa concentration sur l'image qu'elle voulait créer. 3 jours plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé une boîte devant la porte de mon appartement. Même taille, même forme, mon nom sur l'étiquette,
l'écriture de ma mère sur l'adresse de retour. Je ne l'ai même pas rentrée tout de suite. Je suis resté là, dans le couloir, ma clé toujours à la main, fixant le carton comme s'il pouvait changer d'avis et se transformer en autre chose. Quand je l'ai ouverte, le cadre était à l'intérieur, intact. La carte était encore scellée sous le ruban, comme si elle ne leur avait jamais appartenu. Dessus se trouvait une seule feuille de papier avec les boucles familières de ma mère. Nous en avons déjà assez. S'il te plaît, ne gaspille pas ton argent. C'est tout. Pas de merci. Pas d'excuses. Aucune reconnaissance qu'un fils avait essayé de combler un fossé que ses parents élargissaient exprès. Juste un rejet poli. J'ai tenu la note pendant un long moment, sentant quelque chose de plus vif que la tristesse monter sous mes côtes. Parce que le message ne concernait pas vraiment le cadre. Il concernait l'espace, la question de savoir s'il y avait de la place pour moi dans leur vie quand je ne payais pas pour cela. Cette nuit-là, j'ai dîné debout au comptoir de ma cuisine parce que m'asseoir semblait trop immobile. J'ai lavé de la vaisselle qui n'était même pas sale. J'ai réorganisé un tiroir juste pour entendre quelque chose bouger. Puis je me suis assis devant mon ordinateur portable et j'ai fait ce que je fais quand je ressens une menace que je ne peux pas nommer. J'ai audité. Pas mes parents, pas ma relation. Mes systèmes, mon argent, mes notifications. J'ai ouvert mes emails et j'ai commencé à trier comme je le fais toujours au travail quand un projet commence à dériver. Filtrer, signaler, identifier les risques. J'ai cherché le nom de ma banque et j'ai parcouru des mois d'alerte de routine. Paiement traité, relevé prêt, confirmation de paiement automatique. Mes yeux ont parcouru jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur quelque chose qui semblait légèrement différent. Même expéditeur, même logo, mais l'objet était formaté différemment des autres. Plus récent, pas urgent en apparence, mais assez différent pour attirer mon attention comme un fil accroché. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Je l'ai juste fixé. Un faible pouls de malaise tapant derrière mon front. Et puis un autre souvenir a refait surface, petit mais soudainement lourd. Quelques semaines plus tôt, ma mère avait appelé et demandé un code de vérification. Elle avait dit qu'elle s'occupait de paperasse pour la maison. Et que la banque était ennuyeuse avec la sécurité. J'étais entre deux réunions, distrait, habitué à résoudre les choses rapidement. Elle a lu des chiffres sur son écran. J'ai lu des chiffres sur le mien. Et je lui ai donné le code sans réfléchir. Je m'en souviens parce qu'elle a semblé soulagée. Je m'en souviens parce que je me suis dit que c'était inoffensif. Assis là, dans mon appartement calme, le cadeau retourné sur mon comptoir comme une lettre de rejet, j'ai senti la forme de ce code changer dans mon esprit. Ce n'était plus seulement une commodité. C'était une clé que j'aurais pu donner sans vérifier quelle porte elle ouvrait. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre sombre. Mon reflet, faible contre les lumières de la ville. Je n'avais encore aucune preuve de quoi que ce soit, juste un sentiment croissant et inconfortable que l'exclusion n'était pas aléatoire et que le timing n'était pas innocent, que ma famille ne protégeait pas seulement son image. Il protégeait peut-être autre chose aussi. Quelque chose lié à la maison. Quelque chose lié à mon nom. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un autre message de Marie. Quelque chose de superficiel sur le stress de la planification et sur le fait que maman ne le pensait pas. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas tapé. Pour la première fois, j'ai laissé le silence s'installer sans me précipiter pour le combler. S'il voulait que je disparaisse de la photo, très bien. Je n'allais pas supplier pour être encadré. Je n'enverrai pas un autre cadeau. Je n'essaierai pas de gagner une place à une table qui ne voulait pas de moi. J'ai pris une décision qui semblait calme en surface et dangereuse en dessous. Le soir de leur dîner d'anniversaire, je n'appellerai pas. Je n'enverrai pas de texto. Je n'enverrai pas de message, j'espère que vous vous amusez, qui leur faciliterait la tâche de prétendre que tout était normal. S'ils voulaient que je disparaisse, je le ferais. Et je les laisserai affronter, pour une fois, la partie de leur vie que je soutenais depuis 1000 miles de distance. J'ai tenu ma promesse envers moi-même. Pas de texto, pas d'appel, pas de petits messages polis qui leur auraient facilité la tâche de prétendre que tout allait bien entre nous. Le jour du dîner, je me suis déplacé dans mon appartement comme un homme essayant d'échapper à ses propres pensées. J'ai défait le lit et j'ai lancé une lessive même si ce n'était pas nécessaire. J'ai essuyé des comptoirs qui étaient déjà propres. J'ai passé l'aspirateur sur le tapis, puis je l'ai repassé, écoutant le bourdonnement régulier parce qu'un bruit régulier semblait plus sûr que le silence.
J'ai fait du thé, je l'ai oublié, je l'ai réchauffé, puis je l'ai jeté et j'ai fait du café à la place. Tout pour occuper mes mains. Tout pour empêcher mon esprit de dériver vers Charleston, vers une table à laquelle je n'avais pas été invité, vers ma mère levant un verre et appelant ça, la famille. J'ai évité de regarder l'horloge. Je connaissais la plage horaire approximative de la réservation parce que ma mère l'avait mentionné comme s'il s'agissait simplement de logistique, comme s'il leur importait plus que le fait que je n'étais pas le bienvenu. Chaque fois que mes yeux commençaient à glisser vers l'affichage du micro-ondes, je les forçais à s'éloigner. Je me suis dit que je m'en fichais. Je me suis dit que j'en avais fini de laisser un dîner me transformer à nouveau en enfant. Puis mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Je ne l'ai pas pris tout de suite. J'ai attendu, comme si en ne le touchant pas, ce qui allait arriver ne pourrait pas m'atteindre. Mais l'écran s'est rallumé encore et la lueur a attiré mes yeux comme une sirène attire un navire. Une notification de Marie. Une nouvelle publication. La photo s'est chargée lentement, pixel par pixel, comme si elle voulait me faire sentir chaque seconde. Le centre-ville de Charleston. L'entrée d'un restaurant paré d'une lumière dorée et chaude se déversant sur le trottoir. Une longue table visible à travers la fenêtre. Nappe blanche, verrerie captant la lumière comme de minuscules flashs. Et ils étaient là, mes parents au centre, les mains proches, habillés en blanc coordonnés comme s'ils l'avaient prévu pour la caméra. Marie se tenait près de l'épaule de ma mère, souriant de cette manière vive et polie qu'elle a toujours eue, comme si le bonheur était une performance qu'elle pouvait activer à volonté. Autour d'eux se trouvaient des parents que je reconnaissais et quelques visages que je ne connaissais pas. Des gens qui avaient de la place, des gens qui comptaient. La légende était courte, nette et cruelle. Famille seulement. Pendant un moment, j'ai juste regardé. Pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que mon corps insistait pour me donner une dernière chance de prétendre que ce n'était pas réel. J'ai fait défiler vers le bas. Les commentaires inondaient déjà la publication. Des cœurs. Félicitations. Vous êtes un exemple. Et puis le nom de ma mère, là, en public, estampillé sous l'image comme un sceau officiel. Tellement fier de notre famille. Plus de cœurs, plus d'éloges, plus d'étrangers applaudissant une photo qui n'incluait pas la personne qui payait pour maintenir l'arrière-plan de la photo intacte. Quelque chose en moi s'est refroidi, pas engourdi. Précis, comme la partie de mon cerveau qui prend le dessus sur un chantier quand tout le monde panique. Je n'ai pas ressenti le besoin de crier. Je n'ai même pas ressenti le besoin de discuter. J'ai vu la chose pour ce qu'elle était. Ils ne célébraient pas l'amour. Ils mettaient en scène l'unité. Et dans leur version de l'unité, j'étais jetable tant que les chèques continuaient d'être encaissés. Mon pouce a survolé l'écran. J'aurais pu fermer l'application et m'en aller. J'aurais pu l'avaler comme je l'avais toujours fait. Mais l'idée de rester silencieux cette fois-ci me donnait l'impression d'accepter le mensonge. C'était comme signer mon nom sous la légende moi-même. Alors, j'ai d'abord cliqué sur « J'aime ». Un petit geste, presque désinvolte, une manière silencieuse de dire « Je vous vois. Je vois ce que vous faites ». Puis j'ai tapé dans la boîte de commentaires et mes doigts n'ont pas tremblé. J'ai tapé une phrase, exactement comme elle s'est formée dans ma tête, sans décoration, sans excuse. Félicitations. L'hypothèque et les impôts sont maintenant à vous. J'ai publié et j'ai verrouillé mon téléphone. Pas de modification, pas de doute, pas de suivi. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir et je suis resté là, écoutant ma propre respiration. Je m'attendais à ce que mon cœur s'emballe. Il ne l'a pas fait. Je m'attendais à ce que le regret m'envahisse. Il ne l'a pas fait. Ce que j'ai ressenti, c'était une étrange immobilité propre, comme si j'avais enfin déposé quelque chose de lourd que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié son poids. J'ai lavé une tasse juste pour avoir quelque chose à faire. L'eau coulait chaude sur mes mains. L'appartement était silencieux, à l'exception du chauffage qui s'allumait et s'éteignait. Je me suis dit que c'était tout. Que la phrase était sortie et que quoi qu'il arrive ensuite, ça arriverait. Quand j'ai repris le téléphone, 5 minutes s'étaient écoulées. La publication avait disparu. Pas enterrée, pas modifiée, disparue comme si elle n'avait jamais existé. Comme s'ils pouvaient effacer tout le moment de la même manière qu'ils m'avaient effacé de leur table. Et puis j'ai vu les appels. Le nombre d'appels manqués a grimpé comme une marée. 10, 15. 20, 30. Le nom de ma mère encore et encore, jusqu'à ce que ça ressemble à un bug. Marie,
entrecoupés. Mon père, une fois, puis deux, les 2 fois se terminant avant de pouvoir se connecter parce que je n'ai pas bougé. Et puis des numéros que je ne reconnaissais pas, hors de l'état, des indicatifs de la région de Charleston. Des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années trouvant soudainement mon numéro. Les textos ont suivi les appels, arrivant en rafale, s'empilant les uns sur les autres. Comment as-tu pu nous faire ça? Tu nous as embarrassés. Tu es égoïste. On n'étale pas les affaires de famille en public. Tu as toujours été froid. Le message de Marie était plus court, plus sec, comme si elle lançait des fléchettes. Tu as tout gâché. Tu fais toujours ça. Celui de ma mère était plus long, plein d'une déception blessée, comme si elle était la victime de mon honnêteté. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce qu'elle me semble irréelle. J'ai pensé à la notification de paiement de l'hypothèque qui avait vibré dans ma poche ce matin-là pendant que je réglais le problème de quelqu'un d'autre. J'ai pensé au transfert de séquestre, aux impôts, aux manières discrètes dont j'empêchais leur vie de s'effondrer. J'ai pensé aux cadeaux retournés qui se trouvaient dans ma poubelle de recyclage parce que je ne supportais pas de le voir. Mon téléphone a de nouveau sonné. Je l'ai regardé vibrer contre le comptoir. Un autre numéro inconnu a glissé sur l'écran juste après, assez proche dans le temps pour que mon esprit s'en saisisse. Ce n'était pas seulement la colère familiale qui se propageait dans la nuit. Quelque chose d'autre s'agitait aussi. Quelque chose lié aux horaires, aux comptes et au système qui ne se souciait pas des sentiments. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Je me suis assis sur le bord de mon canapé, le téléphone à la main, et j'ai laissé le bruit me traverser sans m'y accrocher. Pour la première fois, mon silence n'était pas moi qui me ratatinais. Ce n'était pas moi qui maintenais la paix. C'était moi qui refusais d'être ramené dans le rôle qu'il m'avait assigné. Dehors, Denver était calme et froide. Les phares glissaient sur la rue comme des rubans lents. Quelque part à Charleston, ils se dépêchaient, probablement encore dans leur tenue blanche, essayant de reconstituer l'image parfaite. Mais l'image avait toujours manqué de quelque chose. Ils venaient juste de se faire prendre à faire semblant que ce n'était pas le cas. J'ai regardé les 30 appels manqués et j'ai compris exactement pourquoi ils appelaient. Pas parce que je leur manquais. Pas parce qu'ils avaient soudainement réalisé qu'ils m'avaient blessé. Ils appelaient parce que j'avais touché à la seule chose qu'ils ne voulaient que personne ne voie. Et si j'avais raison, le prochain coup ne serait pas un autre message culpabilisant. Ce serait de la pression. Ce serait de l'argent. Ce serait du papier. J'ai mal dormi, me réveillant à chaque fois que mon téléphone s'allumait. Non pas parce que j'avais l'intention de répondre, mais parce que mon corps portait encore le vieux réflexe de répondre. Le matin est venu, gris et mince. La première chose que j'ai faite n'a pas été de me brosser les dents ou de faire du café. J'ai vérifié mes notifications, j'ai parcouru les noms, et j'ai reposé le téléphone. Plus d'appels, plus de textos, pas de points d'interrogation, pas de « ça va », juste des exigences, des accusations, et la même obsession de l'apparence. Je ne voulais pas de conversation. Une conversation leur aurait permis de transformer cela en une dispute sur le ton au lieu de la vérité. Cela aurait donné à ma mère la possibilité de pleurer, à mon père la possibilité de rester silencieux, et à ma sœur la possibilité de jouer la surprise et la blessure. J'avais trop souvent vu ce film. Je connaissais la fin. J'ai donc choisi l'action plutôt que le bruit. J'ai ouvert mon application bancaire et je suis allé directement au calendrier des paiements automatiques. Tout était là, bien présenté. L'avenir déjà planifié comme si mon consentement était permanent. Date de prélèvement de l'hypothèque, paiement du séquestre, une ligne pour les impôts fonciers passant par le même canal que d'habitude. J'ai regardé ça de la même manière que je regarde un détail structurel qui est incorrect depuis des années, mais que personne ne veut admettre. Si je le laissais tel quel, il traiterait mon commentaire comme un caprice. Il supprimerait les preuves, me traiterait de dramatique, et attendrait le prochain paiement pour prouver que je ne le pensais pas. Mon pouce a hésité une seconde, et j'ai senti la vieille culpabilité essayer de remonter. La voix dans ma tête qui ressemblait à celle de ma mère, ne sois pas cruelle. Ne sois pas dramatique. Ne nous punis pas, puis une autre voix, plus calme mais plus stable, l'a interrompu. Ils t'ont déjà puni. Ils l'ont juste fait poliment. J'ai annulé le paiement automatique de l'hypothèque. J'ai annulé le transfert de séquestre lié aux impôts.
Pour les éléments restants que je ne pouvais pas annuler complètement d'un simple clic, je les ai passés en approbation manuelle. L'application m'a demandé si j'étais sûr. J'ai cliqué sur confirmer. Un petit message clair est apparu. Modification enregistrée. J'ai pris des captures d'écran de chaque page de confirmation sans réfléchir, de la même manière que je documente tout sur un projet. Parce que la documentation est la différence entre la vérité et l'histoire de quelqu'un d'autre plus tard. Je n'ai pas envoyé de SMS d'avertissement. Je ne l'ai pas annoncé. Je n'ai pas négocié. Je savais que si j'expliquais, cela deviendrait un débat. Et les débats sont leur façon de gagner. Ils parlent jusqu'à ce que vous soyez épuisé, puis ils présentent votre épuisement comme une preuve que vous avez tort. Je suis allé au travail comme si c'était un jour comme les autres. J'ai assisté à une réunion et j'ai répondu à des questions sur les matériaux et les délais. J'ai souri au bon moment, mais mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer sur le bureau à côté de mon clavier. Et quand je l'ai finalement vérifié pendant une pause, le ton avait changé. Il n'appelait plus en privé. Il recrutait. Le premier long texto de ma mère ressemblait à un sermon. Elle m'a dit que j'avais humilié la famille. Elle a dit que j'étais ingrat. Elle a dit que je n'avais aucun droit de transformer une soirée spéciale en honte publique. Elle a écrit sur la loyauté et le respect comme si le respect était quelque chose qu'elle m'avait jamais offert sans facture jointe. Elle a terminé avec l'arme familière qu'elle aimait le plus. Je ne t'ai pas élevé pour être ce genre de personne. Le message de Marie était plus petit mais plus sec. Tu dois toujours tout ramener à toi. Tu as gâché la soirée de maman. Tu aimes être la victime. Puis j'ai rouvert l'application et j'ai vu ce qu'elle avait fait ensuite. Une publication publique, assez vague pour nier, assez spécifique pour viser. Quelque chose sur les enfants qui oublient leurs parents. Quelque chose sur les cœurs froids. Une photo d'elle tenant la main de ma mère. Toutes deux posant comme pour une campagne de charité. Pas de nom, pas de détails, juste un petit récit propre conçu pour attirer la sympathie. Les gens ont afflué dans les commentaires avec des lignes prévisibles. Restez forte. Certains enfants ne méritent pas leurs parents. La famille, c'est tout. Marie a répondu avec des cœurs et des visages tristes, alimentant l'histoire. En 1 heure, les appels de numéros inconnus ont doublé. Des tantes, des oncles, des cousins, des gens qui n'avaient pas prononcé mon nom depuis 1 an, agissant soudainement comme s'ils avaient été personnellement blessés. Le message était toujours le même, habillé de voix différentes. Ce sont tes parents. Ne tiens pas les comptes. Ce n'est que de l'argent. Tu le regretteras. Arrête d'être mesquin. On ne fait pas ça à sa famille. Ça aurait été presque drôle si ce n'avait pas été si transparent. Personne n'a demandé ce qui s'était passé. Personne n'a demandé pourquoi j'avais écrit ce que j'avais écrit. Il ne voulait pas de contexte. Il voulait la conformité. Il voulait que je retourne à ma place, payant tranquillement pendant que tout le monde était assis sous des lumières chaudes, prétendant que la famille était entière. En fin de matinée, mon téléphone professionnel a sonné et la réceptionniste a transféré l'appel à mon bureau avec un ton déjà tendu. La voix d'une femme est venue, sèche et exigeante. Elle a dit qu'elle essayait de joindre Beck Calder. Elle a dit que c'était une affaire de famille urgente. Elle a demandé mon numéro de poste direct et mon emploi du temps comme si mon temps lui appartenait. J'ai raccroché sans rien donner et je suis allé directement au bureau de mon patron avant que l'histoire n'arrive sans moi. Mileskine a levé les yeux de son écran, les sourcils froncés, déjà irrité par l'interruption. Il ne m'a pas crié dessus. Miles n'est pas ce genre de patron. Mais il a été direct. Quelqu'un a appelé ici pour te chercher, a-t-il dit. Il a dit que c'était de la famille. Ils avaient l'air intenses. Mon estomac s'est serré, mais j'ai gardé un visage impassible. Je m'en occupe, ai-je dit. Miles s'est penché en arrière. Occupe-t'en en dehors des lignes de l'entreprise, a-t-il répondu. Je me fiche de ce qui se passe chez toi, Zef. Mais je me soucie que ça déborde sur un appel client ou une réunion de chantier. On ne peut pas avoir de distraction. J'ai hoché la tête. J'ai compris l'avertissement pour ce qu'il était, non pas de la cruauté, mais la réalité. Ma famille testait s'ils pouvaient m'atteindre par la seule chose que j'avais construite qui n'avait rien à voir avec eux. Ils essayaient de rendre ma vie à Denver assez inconfortable pour que je retourne au rôle qu'ils préféraient. Quand je suis retourné à mon bureau, T s'attendait près de la séparation,
ses yeux suivant mon expression comme si elle pouvait lire toute la situation sans que je dise un mot. Ils ont appelé ton travail, n'est-ce pas? A-t-elle dit. Je n'ai pas demandé comment elle le savait. J'ai juste expiré. Ouais. Tess n'avait pas l'air surprise. Fais des captures d'écran de tout, m'a-t-elle dit. Chaque texto, chaque publication, chaque message vocal. Ne réponds pas émotionnellement. Ne leur donne pas de matière. Elle a fait une pause, puis a baissé la voix. Et vérifie tes comptes, tes emails, tes paramètres bancaires. Les gens ne paniquent pas comme ça juste parce que tu as blessé leurs sentiments. Ils paniquent quand tu es proche de quelque chose qu'ils ne veulent pas que tu vois. Cette phrase m'est restée parce qu'elle correspondait à ce que j'avais ressenti la nuit précédente, quand la publication avait disparu si vite. Ils n'avaient pas peur de ma tristesse. Ils avaient peur de l'exposition. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai tout aligné de la même manière que je le fais toujours quand j'essaie de comprendre un échec. J'ai posé mon téléphone sur la table. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un dossier et j'ai commencé à enregistrer des captures d'écran, les nommant avec des dates, comme des preuves. Je ne me suis pas laissé emporter. Je suis resté méthodique. J'ai changé mes mots de passe. J'ai vérifié les appareils connectés. J'ai resserré des paramètres que je n'avais pas regardés depuis des années parce que j'avais supposé que famille signifiait sécurité. Puis j'ai ouvert mes emails et j'ai tapé le nom de ma banque dans la barre de recherche. Une longue liste de messages de routine est apparue, la plupart identiques en termes de ton et de format, le genre que l'on arrête de lire parce qu'il ne change jamais. Mais enfoui parmi eux se trouvait cet objet de message que j'avais remarqué les jours précédents. Celui qui avait l'air légèrement différent, plus récent, plus propre. Pas alarmant en soi, juste assez peu familier pour sembler suspect. J'ai survolé, mon curseur immobile, ma respiration lente. L'appartement était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. Dehors, les lumières de la ville clignotaient comme des signaux lointains. Quelque part à Charleston, ils racontaient encore leur version de moi à quiconque voulait l'entendre. Quelque part, ils supposaient encore que je céderais. J'ai cliqué dans la vue de la boîte de réception et j'ai fixé l'entête de l'email sans encore l'ouvrir, parce qu'une partie de moi savait déjà. Ce qu'il y avait à l'intérieur n'allait pas être un autre rappel ou un reçu inoffensif. Ce serait la preuve que ce n'était pas seulement à propos d'un dîner auquel je n'avais pas assisté. C'était à propos de ce que j'avais payé et de ce qu'ils avaient fait pendant que je payais. J'ai cliqué sur l'email. Je me suis dit de rester calme, de le traiter comme n'importe quel autre document nécessitant un examen. Mais mon pouls battait encore dans ma gorge lorsque le message s'est ouvert. Il était automatisé, le genre de langage formaté que les banques utilisent quand elles veulent que quelque chose paraisse routinier. Objet, confirmation. À l'intérieur, un résumé poli, un numéro de référence, et un PDF joint avec un nom qui m'a retourné l'estomac. Accord de refinancement. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai lu l'email 2 fois, cherchant le moindre indice d'une erreur. Ça ne ressemblait pas à du spam. L'expéditeur était le bon. Le format était le bon. Mon nom était le bon. Trop bon. Ce sentiment de malaise que Tess avait nommé pour moi s'est alourdi, comme si la pièce elle-même s'était épaissie. Je me suis assis à la table de ma cuisine à Denver, l'ordinateur portable ouvert et mon téléphone à côté, face contre table, vibrant encore toutes les quelques minutes de Charleston. Je pouvais entendre la voix de ma mère dans ma tête même sans répondre. Tu déchires la famille. Tu es dramatique. Tu es égoïste. J'ai tout ignoré et j'ai ouvert le PDF. La première page s'est chargée et mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas une estimation. Ce n'était pas une suggestion. C'était un document finalisé. L'adresse de mes parents à Charleston, le nom de mon père, le nom de ma mère, et puis le mien, imprimé proprement là où il n'avait pas sa place, listé dans un rôle qui portait du poids, de la responsabilité, de l'engagement. Emprunteur, garant, signataire autorisé. L'étiquette exacte importait moins que ce qu'elle signifiait. J'étais engagé. J'ai fait défiler, presque engourdi, voyant mon nom apparaître à nouveau dans la section des signatures. Pas une signature manuscrite, mais une signature électronique. Bec Calder. Horodatage. Vérification terminée. Une case cochée. Une autre case cochée. C'était si clinique que ça semblait irréel, comme un fichier dans lequel quelqu'un avait copié-collé mon identité.
Pendant une minute entière, j'ai juste fixé l'écran. Puis mon corps a réagi, comme s'il rattrapait enfin son retard. Mes mains sont devenues froides. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis levé si vite que les pieds de la chaise ont raclé le sol. Un son aigu dans mon appartement silencieux. J'avais besoin de quelque chose de tangible, quelque chose qui prouve que je n'imaginais pas ça. J'ai marché jusqu'à ma boîte aux lettres dans le couloir, m'attendant à moitié à ce que le monde se remette en place si je continuais simplement à bouger. À l'intérieur se trouvait une enveloppe épaisse avec le logo de ma banque dans le coin, le genre de papier lourd qui signifie officiel. Elle n'aurait pas dû être dans ma boîte. Tout ce qui était lié à cette maison de Charleston aurait dû aller à Charleston. Mais elle était là, adressée à moi, à Denver, comme si le système comprenait déjà ce que ma famille avait fait. Je l'ai ramenée à l'intérieur et je l'ai déchirée au comptoir. La première page m'a frappé comme une gifle, mon nom en gras, non pas par courtoisie, mais comme une obligation. La lettre n'était pas un avis de retard comme je l'avais supposé quand ma mère a commencé à m'envoyer des textos sur les appels de la banque. C'était une notification relative au refinancement, avec des chiffres plus élevés que les conditions initiales de l'hypothèque, des conditions plus risquées, le genre de chiffres qui peuvent engloutir une vie si vous n'êtes pas prêt. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e, car une partie de mon cerveau croyait encore qu'il devait y avoir une faute de frappe quelque part qui me sauverait. Il n'y en avait pas. J'ai appelé la banque immédiatement. Après quelques transferts, une voix calme est venue au bout du fil. Ici Jonah Pike. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai donné mon nom. J'ai donné le numéro de référence de la lettre. J'ai entendu le faible cliquetis des touches alors qu'il le cherchait. Oui, monsieur Calder, a dit Jonah. Je vois le compte. Mon nom figure sur un accord de refinancement pour une propriété à Charleston, ai-je dit, gardant ma voix stable de force. Je n'ai rien signé. Je n'ai rien autorisé. J'ai besoin que vous me disiez ce qui s'est passé. Il y eut une pause qui semblait être quelqu'un posant une tasse avec précaution. Le refinancement a été traité plus tôt cette année, a dit Jonah. Les principaux emprunteurs sont Hank et Darlene Calder. Votre signature apparaît en tant que partie autorisée. Quel mois, ai-je demandé? Juillet, a-t-il dit. Et ce seul mot a rendu l'air de ma cuisine plus vif. L'été. Pendant que je travaillais 12 heures par jour et que je payais leur hypothèque dans les délais, pendant que j'envoyais encore de l'argent comme un imbécile qui pensait aider. Je n'ai jamais signé, ai-je répété. J'ai besoin des documents. J'ai besoin des horodatages exacts. J'ai besoin de la méthode d'authentification. J'ai besoin de l'historique d'accès. J'ai besoin de savoir comment mon nom a été utilisé. Le ton de Jonah n'a pas changé, mais il est devenu plus prudent. Nous avons des copies électroniques dans nos dossiers. La signature semble correspondre aux autorisations antérieures. Correspondre, ai-je répété, et ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents m'ont fait mal. Parce que quelqu'un a utilisé les mêmes identifiants. Je ne peux pas fournir les journaux d'accès complets par téléphone, a dit Jonah. Si vous alléguez une activité non autorisée, nous pouvons lancer un litige et un examen de fraude. Ce processus nous permet de recueillir et de partager plus de détails par des canaux formels. Lancez-le, ai-je dit. Il m'a posé une série de questions qui me donnaient l'impression d'entrer dans un monde différent. Quand en avez-vous pris conscience? Reconnaissez-vous le montant de la transaction? Avez-vous partagé l'accès avec quelqu'un? Avez-vous déjà fourni des codes de vérification? Chaque question était un marteau. Chacune enfonçait le clou plus profondément. Il ne s'agissait plus de sentiments blessés. Il s'agissait du périmètre juridique de ma vie. Quand il a posé la question sur les codes de vérification, ma gorge s'est nouée. Je me suis souvenu de la demande désinvolte de ma mère, de la façon dont elle avait agi légèrement agacée par les mesures de sécurité. De la façon dont je lui avais donné le code, comme si je passais le sel sur la table. Je ne l'ai pas encore dit. Je n'étais pas prêt à l'entendre à voix haute. J'ai besoin que cela soit documenté, ai-je dit à la place. Envoyez-moi une confirmation de cet appel par email. Donnez-moi un numéro de dossier. Dites-moi exactement ce dont vous avez besoin de ma part. Jonah a accepté. Il m'a donné un numéro de référence et une adresse email pour le service des litiges. Il a listé les éléments demandés, une pièce d'identité, une déclaration écrite, des copies des documents, toutes les communications connexes. Il a promis un email dans l'heure. Quand j'ai raccroché,
mon téléphone s'est de nouveau allumé avec un autre message de ma mère, comme si elle pouvait sentir la direction que mon attention avait prise. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, tu vas trop loin. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mes emails et j'ai commencé à chercher plus profondément. J'ai cherché tout ce qui venait de la banque autour du mois de juillet. Ma boîte de réception s'est remplie des confirmations habituelles de paiement automatique et des avis de relevé. Puis j'ai trouvé un autre message automatisé que j'avais ignoré il y a des mois parce que l'objet ressemblait à tous les autres messages de routine. Confirmation. Action requise. Cela avait semblé inoffensif sur le moment. Maintenant, ça brillait comme un panneau d'avertissement devant lequel j'étais passé. J'ai ouvert cet email plus ancien et j'ai affiché le PDF joint. Le fichier montrait les étapes de vérification qui avaient été complétées. 2 confirmations distinctes enregistrées en quelques minutes. 2 approbations, 2 coches. Le timing était trop serré pour être accidentel. Ce n'était pas le calendrier lent et désordonné d'un malentendu. C'était l'efficacité propre de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait et qui était préparé à le faire rapidement avant que des questions ne puissent surgir. Mon esprit est revenu à cet appel de ma mère quelques semaines avant le dîner, celui où elle avait demandé le code de vérification. Elle avait dit que c'était pour de la paperasse, pour des raisons de commodité, pour la maison. J'avais été distrait. J'avais été entraîné à aider et je lui avais donné la clé. Je suis resté là, fixant le PDF, et le schéma s'est réarrangé en quelque chose de plus laid. L'exclusion du dîner, le cadeau retourné, la photo publique, la course effrénée pour supprimer mon commentaire, les 30 appels manqués, les publications soudaines et moralisatrices sur les enfants ingrats. Ce n'était pas seulement une question de contrôle. C'était un écran. Une performance destinée à me maintenir concentré sur la honte et l'émotion pendant que quelque chose de réel vivait dans la paperasse. J'ai commencé à tout imprimer. La première page du refinancement, la page de signature, la page de vérification, la lettre de la banque, les en-têtes de mail. J'ai étalé les papiers sur ma table et j'ai marqué les dates avec un stylo, encerclant juillet jusqu'à ce que l'encre s'infiltre dans les fibres du papier. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai fait défiler mes messages, prenant des captures d'écran de tout ce qui mentionnait, paperasse, email de la banque, code, urgent. Je les ai enregistrés dans un dossier sur mon ordinateur portable, étiqueté par date, comme un dossier d'affaires. À minuit, la table de ma cuisine ne ressemblait plus à une maison. Elle ressemblait à une enquête. Et sous la colère, autre chose s'est installée, la clarté. Pendant 3 ans, je m'étais dit que je soutenais mes parents. Sur le papier, ils m'avaient transformé en leur passif. Ils prenaient mon argent d'une main tout en utilisant mon identité de l'autre. Quoi que ce fût, ce n'était pas une erreur. C'était une décision planifiée. J'ai de nouveau regardé la ligne de signature, mon nom estampillé sur un document que je n'avais jamais touché. Et la pensée qui m'est venue était simple et terrifiante. Si je ne gérais pas ça par la procédure, selon les règles, tout de suite, tout ce que j'avais construit à Denver pourrait être détruit par une dette qui n'était pas la mienne. Le lendemain matin, l'email de Jonah est arrivé exactement quand il l'avait dit. Un langage poli, un numéro de référence, une liste claire de ce qu'il fallait soumettre et où. C'était surréaliste de recevoir du professionnalisme et de l'ordre d'un étranger alors que ma propre famille sombrait dans le chaos. J'ai répondu immédiatement, joignant ce que j'avais déjà et lui disant que je ferais suivre une déclaration écrite formelle avant la fin de la journée. J'ai demandé une confirmation de réception et le calendrier le plus rapide possible pour les étapes de l'examen de fraude. Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire des années auparavant. Je me suis sécurisé. J'ai d'abord changé le mot de passe de mon email. Pas un petit changement, une réinitialisation complète, quelque chose de long, de nouveau et d'impossible à deviner. J'ai activé des paramètres d'authentification à 2 facteurs plus forts, j'ai remplacé les anciens codes de secours et j'ai vérifié la liste des appareils. Il y avait des téléphones et des ordinateurs portables que je reconnaissais, et il y avait une entrée qui m'a retourné l'estomac, un vieil appareil qui ne correspondait pas à ce que je possédais maintenant. Je l'ai révoqué immédiatement. J'ai resserré tous les paramètres de confidentialité comme si je scellais une maison contre une tempête. Je suis allé sur le portail de la banque et j'ai supprimé tous les appareils mémorisés, toutes les autorisations enregistrées, tout ce qui avait été laissé ouvert parce que c'était plus facile. C'est ce, plus facile, qui m'avait mis dans cette situation. J'ai fermé l'accès que j'avais autrefois partagé par commodité. Le genre de configuration partagée que je justifiais parce que c'était mon père, parce que c'était la famille.
Parce que je pensais que le pire qu'il pouvait faire était de trop demander. J'ai mis en place des alertes pour m'avertir de chaque tentative de connexion, de chaque changement, de chaque demande. Puis j'ai consulté mon rapport de crédit. Mes mains étaient stables, mais mon esprit était bruyant. J'ai cherché les demandes que je ne reconnaissais pas, les nouveaux comptes, tout ce qui suggérait que le refinancement n'était pas le seul endroit où mon nom avait été traîné. Le rapport montrait une demande récente liée au calendrier du refinancement, quelque chose que je n'avais pas initié. Le voir listé là, comme un enregistrement froid, a rendu la situation encore plus réelle. Ce n'était pas une dispute de famille. C'était une empreinte. Pendant que je faisais tout ça, mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec Charleston. Le ton des messages de ma mère a changé quand elle a réalisé que je ne cédais pas. Ils sont passés de l'indignation à la peur, et de la peur aux menaces déguisées en chagrin. Tu nous mets à la rue. Veux-tu que nous perdions tout? Veux-tu que les voisins se moquent? Veux-tu que ton père ait une crise cardiaque à cause de ça? Chaque ligne était conçue pour me ramener au rôle de sauveur, pour me rendre responsable des conséquences nées de leur choix. Marie a escaladé d'une manière différente. Si tu n'arrêtes pas ça, je vais dire aux gens qui tu es vraiment. Tu te crois si parfait, mais je peux aussi ruiner ton image. Elle a suivi avec une autre publication publique, vague mais venimeuse, suggérant que certaines personnes se soucient plus de l'argent que du sang. Les commentaires ont de nouveau afflué comme une meute, des étrangers offrant des jugements moraux sans la moindre parcelle de contexte. C'était laid, mais c'était aussi prévisible. Marie n'avait pas de fait. Elle avait un récit. Elle avait toujours eu un récit. En milieu de journée, la pression a de nouveau atteint mon lieu de travail. Un email est arrivé dans une boîte de réception générale de l'entreprise que les RH ont signalé puis transmis à Miles. On ne m'a pas montré tout le message au début, mais Miles l'a résumé dans son bureau, la mâchoire serrée. Quelqu'un se prétendant de la famille avait contacté l'entreprise pour signaler que j'abandonnais mes parents et que j'agissais de manière erratique, suggérant que l'entreprise devrait intervenir. Le langage était conçu pour paraître inquiet, comme un signalement pour le bien-être enveloppé dans une attaque de réputation. Miles m'a regardé pendant un long moment. « Je ne te demande pas ta vie privée, » a-t-il dit. « Mais j'ai besoin de savoir si ça va continuer. » Mes paumes étaient moites, mais ma voix est restée calme. Je gère un litige financier impliquant une utilisation abusive de mon identité, ai-je dit prudemment. C'est géré par la banque. J'ai de la documentation. Je prends également des mesures pour empêcher tout harcèlement futur. Les mots semblaient lourds dans ma bouche, non pas parce qu'ils étaient dramatiques, mais parce qu'ils étaient vrais. Utilisation abusive de l'identité, documentation, harcèlement. Ce n'étaient pas des mots que j'avais jamais pensé utiliser dans la même phrase que mes parents. Miles a hoché la tête une fois, lentement, comme s'il absorbait la gravité de la situation. « Garde ça loin d'ici », a-t-il dit. « Et s'il nous contacte à nouveau, nous le ferons passer par les RH. Concentre-toi sur ton travail. » Je suis retourné à mon bureau, me sentant à la fois exposé et étrangement plus stable. La stratégie de ma famille était claire maintenant. Ils ne pouvaient pas me ramener avec la seule culpabilité, alors ils essayaient de m'isoler, de me faire honte, de me mettre la pression dans des espaces publics où j'avais quelque chose à perdre. Ils essayaient de me transformer en méchant assez bruyamment pour que je choisisse le silence juste pour que ça s'arrête. Tess m'a attrapé alors que je m'asseyais. Elle n'a pas demandé de détails. Elle n'en avait pas besoin. Ils escaladent, a-t-elle dit. Ouais, ai-je répondu. Elle s'est légèrement penchée. Bien, a-t-elle dit. Et quand je l'ai regardée comme si elle avait perdu la tête, elle a ajouté, ça veut dire que tu es proche. Les gens ne se battent pas aussi fort quand ils sont innocents. Ils se battent aussi fort quand ils ont besoin que tu te taises. Cette nuit-là, Jonah a envoyé une brève mise à jour. Il ne pouvait pas encore fournir les journaux complets, mais il a confirmé que le dossier de refinancement contenait 2 entrées de vérification en quelques minutes, complétées via le portail en ligne lié à mes identifiants. Il a noté les eurodatages et le canal utilisé. Il l'a écrit poliment, mais l'implication était nette. Les approbations sont passées par le chemin exact que j'avais autrefois laissé ouvert par commodité. J'ai de nouveau consulté l'historique de mes messages et j'ai cherché le jour où ma mère avait demandé ce code. Je l'ai trouvé. Ça demande désinvolte, ma réponse rapide avec les chiffres. L'eurodatage de ce texto était trop proche de l'heure de vérification dans le PDF du refinancement pour être une coïncidence. Mon estomac s'est retourné,
non plus par surprise, mais par la piqûre de voir ma propre confiance enregistrée comme preuve. J'ai commencé à monter un dossier propre, de la même manière que je monte un classeur de projet. Une chronologie avec date et heure. Un dossier de capture d'écran étiqueté et ordonné. Des PDF imprimés et surlignés. Des notes sur qui a contacté mon employeur et quand. Une liste de chaque paiement que j'avais effectué pendant 3 ans avec les confirmations bancaires correspondantes. Je ne le faisais pas pour être dramatique. Je le faisais parce que les systèmes ne respectent que ce qui peut être prouvé. Vers minuit, Tess m'a envoyé un texto d'une ligne. Tu as besoin d'un avocat. Je savais qu'elle avait raison. Même si la banque corrigeait le dossier, j'avais besoin de quelqu'un qui parlait le langage de la responsabilité et de la procédure mieux que moi. Quelqu'un qui pourrait bloquer le prochain coup que ma famille pourrait tenter. J'ai cherché, tranquillement, méthodiquement, et j'ai trouvé un nom qui revenait sans cesse dans des endroits réputés pour la fraude immobilière et les litiges d'autorisation électronique. Harper Sloan. J'ai rédigé un email à Harper avec un bref résumé et j'ai joint l'index de ma chronologie. Pas encore tout le dossier, juste assez pour montrer la forme de la situation. Je suis resté clinique. J'ai demandé une consultation. J'ai cliqué sur envoyer. Puis je me suis assis à la table de ma cuisine et j'ai regardé la pile de papiers étalés sous la lumière crue du plafonnier. La même table où j'avais autrefois dîné seul, me disant que l'indépendance était une force. Maintenant, elle contenait le dossier de la façon dont ma propre famille avait utilisé cette indépendance comme une ressource à exploiter. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un nouveau message de ma mère. Une phrase dépouillée de douceur. Si tu vas jusqu'au bout, tu le regretteras. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ressenti l'envie de le faire. La menace n'était pas nouvelle. C'était juste le masque qui tombait. J'ai retourné le téléphone et j'ai regardé le dossier sur mon ordinateur portable, celui étiqueté avec des dates et des preuves. Et j'ai compris que j'avais franchi une ligne qu'il ne pouvait pas me faire retraverser. Cela avait commencé par une invitation à dîner refusée avec des mots polis. C'était devenu une lutte pour mon nom, mes finances, et mon droit d'exister sans être traité comme un outil. Et maintenant que j'avais les documents, maintenant que j'avais un numéro de dossier, maintenant que j'avais un email d'avocat dans mon dossier d'envoi, je savais que la suite ne serait pas une dispute. Ce serait une confrontation construite sur des preuves, pas sur des émotions. La nuit avant de m'envoler pour Charleston, mon appartement à Denver ressemblait à une petite salle de guerre déguisée en cuisine. Des papiers couvraient la table en piles bien nettes. Chacun étiqueté de mon écriture. Chacun agrafé et ordonné de la manière dont j'ordonnerais une soumission de projet. Je ne le faisais pas pour être dramatique. Je le faisais parce que le drame est la façon dont ma famille a survécu à la responsabilité. Les faits étaient la seule chose dont ils ne pouvaient pas se sortir en parlant. J'ai construit la chronologie à leur près. Le jour où ma mère a appelé et m'a dit que le restaurant avait des places limitées. Le jour où j'ai commandé le cadre gravé et les posté. Le jour où il est revenu à ma porte, non ouvert, avec sa note me disant de ne pas gaspiller mon argent. La nuit de l'anniversaire elle-même, la minute exacte où Marie a posté la photo dans le centre-ville de Charleston sous ses lumières dorées chaleureuses, la seconde où j'ai cliqué sur « J'aime », le moment où j'ai tapé « Félicitations, l'hypothèque et les impôts sont maintenant à vous ». Et l'intervalle de 5 minutes avant que la publication ne disparaisse comme si elle n'avait jamais existé. Les 30 appels manqués qui ont suivi. Le lendemain, lorsque j'ai annulé le paiement automatique. Le jour où l'épaisse enveloppe de la banque est arrivée dans ma boîte aux lettres de Denver avec mon nom imprimé en gras. Le PDF du refinancement avec l'eurodatage de juillet. Les entrées de vérification complétées à quelques minutes d'intervalle. Et les textos de ma mère demandant un code pour la paperasse de la maison, bien en place dans la chronologie comme une empreinte digitale. J'ai imprimé 2 copies complètes. Une à emporter à la réunion, une à laisser intacte pour mon avocat et la banque au cas où la première se perdrait. De la même manière que ma présence avait été perdue des photos de famille toute ma vie. Harper Sloan a appelé vers 21h ce soir-là. Sa voix était calme, le genre de calme que vous payez parce que vous êtes fatigué de vivre dans le chaos de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas perdu de temps en sympathie. Elle a posé des questions en ligne droite. Qui a eu accès? Quand en avez-vous pris conscience? Quelle communication avez-vous? Comment ont-ils tenté de contacter votre employeur? Quelles preuves montrent que vous n'avez pas consenti? J'ai répondu de la même manière que je réponds sur les chantiers quand quelque chose a mal tourné. Court, clair, sans émotion supplémentaire.
Quand j'ai fini, Harper a énoncé les règles. Vous n'allez pas débattre de la moralité, a-t-elle dit. Vous n'allez pas discuter de gratitude ou de valeurs familiales. Vous allez énoncer des faits. S'ils nient, nous procédons par la documentation et les registres bancaires. S'ils admettent, nous le documentons aussi. De toute façon, vous ne négociez pas verbalement. Tout se fait par écrit. Elle m'a dit qu'elle avait 2 lettres prêtes. L'une était un avis formel de litige et de représentation. L'autre exigeait qu'il cesse de me contacter et de contacter mon lieu de travail. S'il continue d'appeler votre bureau, a dit Harper, ça devient un problème différent. Documentez-le. Gardez tout. Ne répondez rien que vous ne voudriez pas voir lu à haute voix plus tard. Après avoir raccroché, je me suis assis seul à ma table et j'ai écouté le silence. Mon téléphone a vibré toutes les quelques minutes, mais je ne l'ai pas touché. Je n'avais pas besoin de lire un autre message me disant que je détruisais la famille. J'avais la lettre de la banque me disant qu'ils avaient déjà essayé de me détruire sur le papier. Marie a envoyé un texto juste après minuit. Le ton était sensiblement plus doux que les messages qu'elle envoyait depuis le dîner d'anniversaire, comme si elle s'était soudainement souvenue comment agir de manière raisonnable. On peut se voir pour un brunch et en parler? Maman veut arranger les choses. Juste nous. Pas de drame. Pas de drame. Cette phrase aurait pu être imprimée sur les cartons de table de ma mère. Cela signifiait, ne nous faites pas faire face aux conséquences en public. Cela signifiait, revenez sous notre toit pour que nous puissions contrôler l'air que vous respirez. J'ai répondu par une seule phrase. Où et quand? Marie a répondu avec le nom d'un café du centre-ville de Charleston et une heure. Je n'ai pas mentionné Harper. Je n'ai pas mentionné le dossier. Je n'ai pas mentionné le numéro de dossier du litige. Je les ai laissés croire qu'ils m'entraînaient dans une conversation de famille. Je voulais qu'ils entrent en pensant que les mots pouvaient encore arranger ça, car c'était la seule façon pour eux de montrer leur vrai jeu. L'aéroport, le lendemain matin, n'était que sol brillant, valises à roulettes et gens se déplaçant avec un but. Je me déplaçais avec un but aussi, mais le mien ne ressemblait pas à un voyage. C'était comme avancer vers un point qui m'attendait depuis des années. Dans l'avion, j'ai regardé les nuages et j'ai gardé les mains croisées sur mes genoux, comme si je les empêchais de trembler. Elles n'ont pas tremblé. Je n'avais plus peur de ma famille comme avant. J'étais fatigué d'eux. C'était différent. C'était plus fort. À Charleston, l'air était plus doux que celui de Denver, humide de ce poids côtier qui fait que tout sent le vieux bois, le sel et les plantes en fleurs. Le café était situé à un coin de rue, avec de hautes fenêtres et une lumière chaude, le genre d'endroit que les gens choisissent quand ils veulent qu'une conversation ait l'air amicale de l'extérieur. Je suis arrivé en avance. J'ai choisi une table près de la fenêtre, j'ai commandé de l'eau et j'ai posé mon dossier à côté du verre, comme une frontière silencieuse. Ils sont entrés ensemble, tous les trois, ce qui m'a immédiatement dit que le « juste nous » était un autre mensonge. Ma mère était habillée comme si elle allait à l'église, repassée, coordonnée, les cheveux parfaits, le rouge à lèvres impeccable, prudente. Marie marchait à côté d'elle, le visage arrangé en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mon père suivait derrière, les épaules légèrement voûtées, les mains vides, regardant le sol comme s'il espérait que le carrelage s'ouvrirait pour l'engloutir. Ils se sont glissés dans les sièges en face de moi. Ma mère a tendu la main vers la mienne, comme si le contact pouvait réécrire ce qu'elle avait fait. J'ai retiré ma main calmement et je l'ai posée sur le dossier. « Zef » a-t-elle dit, la voix douce, presque suppliante. « Nous sommes heureux que tu sois venu. Tout ça est allé trop loin. » Marie a hoché la tête. On a juste besoin de mettre les choses au clair. Tout le monde est contrarié. Les gens parlent. Mon père n'a rien dit. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas regardé le dossier. Il a fixé le menu comme si c'était un bouclier. Ma mère s'est légèrement penchée en avant. Tu as pris quelque chose de privé et tu l'as rendu public, a-t-elle dit. Ce commentaire sur le poste de Marie. As-tu la moindre idée de ce que ça nous a fait? Les gens l'ont vu. Je n'ai pas répondu à l'accusation. Je n'ai pas défendu le commentaire. Je ne me suis pas excusé d'avoir dit la vérité. J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser une page sur la table, la tournant pour qu'elle leur fasse face. Mon nom était en gras là où il n'avait aucun droit d'être. Je n'ai pas signé ça, ai-je dit. Une seule phrase, plate, finale. Vous avez utilisé mon nom pour un refinancement.
Le sourire de Marie a vacillé une demi-seconde avant qu'elle ne le rattrape. Ce n'est pas. A-t-elle commencé, puis a regardé ma mère. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les banques font des erreurs tout le temps. Les yeux de ma mère ont balayé le papier, puis sont revenus rapidement, comme si regarder trop longtemps le rendrait réel. Zef, chérie, tu te méprends, a-t-elle dit. C'était juste de la paperasse, un truc technique. On ne pensait pas que tu. Vous ne pensiez pas que je le découvrirais, ai-je dit, toujours calme. J'ai fait glisser la page suivante, la section des signatures avec l'horodatage et les marques de vérification. Il est indiqué que la vérification a été effectuée en juillet. 2 fois, à quelques minutes d'intervalle. Je n'ai pas fait ça. Marie a expiré bruyamment par le nez, comme si elle était agacée que la banque ne joue pas le jeu, d'accord, mais les signatures électroniques. Les gens se font pirater. Les emails se font usurper. Tu ne peux pas simplement accuser maman et papa. Je l'ai regardé. Tu veux dire l'email qui est arrivé sur mon compte? Ai-je dit, gardant ma voix égale. Celui avec le PDF joint. Son visage a changé. Pas de façon spectaculaire, pas assez pour qu'un étranger le remarque, mais assez pour moi. Elle l'avait dit sans réfléchir. Le mot « email » a atterri dans l'espace entre nous comme un objet tombé. Les yeux de ma mère se sont tournés vers Marie, vifs pour la première fois depuis leur arrivée. Marie a essayé de se reprendre. Je dis que la banque envoie des emails. Ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit. C'est une preuve du processus, ai-je dit. Et j'en ai d'autres. La voix de ma mère s'est tendue. Zef, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. Ici, en public, avec des témoins, avec des fenêtres, avec la possibilité que quelqu'un les reconnaisse. Toute la vie de ma mère était construite autour du contrôle de ce à quoi, ici, ressemblait. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table, l'écran vers le haut. Je ne l'ai pas agité. Je n'ai pas menacé. J'ai juste tapé sur un fichier et appuyé sur « Play ». La voix de ma mère a rempli l'espace entre le cliquetis des tasses et le faible murmure des autres conversations. L'enregistrement était un ancien message vocal qu'elle avait laissé lorsque la banque avait commencé à appeler au sujet des paiements manqués après que j'ai annulé le paiement automatique. Son ton dans le message vocal n'était pas aimant. Il était urgent, irrité, autoritaire. La banque n'arrête pas d'appeler, Zef. Il faut que tu t'en occupes. Tu sais qu'on ne peut pas perdre la maison. Tu vas t'en occuper, n'est-ce pas? La couleur a quitté son visage. Marie a fixé le téléphone comme s'il l'avait trahi. La mâchoire de mon père s'est crispée, mais il n'a toujours pas parlé. J'ai terminé l'enregistrement et j'ai reposé le téléphone. Ce message vocal est arrivé après que j'ai arrêté de payer, ai-je dit. Mais le refinancement était en juillet. Et en juillet, tu m'as demandé un code de vérification. Tu m'as dit que c'était pour la paperasse de la maison. Je te l'ai donné. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses mains bougeaient sous la table, comme si elle essayait de se ressaisir. Marie s'est penchée en avant, la voix soudainement plus dure. Et alors? Tu les punis? Parce que tu es en colère à cause d'une invitation. Tu prends un problème familial et tu en fais autre chose. C'était déjà autre chose, ai-je dit. Je payais l'hypothèque pendant que mon nom était utilisé pour contracter plus de dettes. Ce n'est pas un problème familial. C'est ma vie financière. Les yeux de ma mère ont brillé. Nous avons fait ce que nous devions faire, a-t-elle dit, et la douceur avait disparu. Nous essayons de maintenir tout ensemble, la maison, la famille, tout. Tu ne comprends pas ce que c'est que de risquer de tout perdre. Je l'ai regardée, attendant la partie où elle dirait qu'elle était désolée. Elle n'est pas venue. Vous ne mainteniez pas la maison ensemble, ai-je dit. Vous mainteniez l'image ensemble. C'est pour ça que je n'étais pas invité. C'est pour ça que la publication disait « famille seulement ». C'est pour ça qu'elle a disparu en 5 minutes. Vous ne vouliez pas que quelqu'un fasse le lien entre les sourires et les factures. Marie a ricané. Tu te crois toujours le héros, comme si tu étais le seul à avoir jamais aidé. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai tourné une autre page et j'ai pointé une ligne dans les documents de refinancement, une partie qui montrait un décaissement. Il y a une partie de retrait de fonds, ai-je dit. L'argent n'est pas seulement allé au solde du prêt initial, il est allé ailleurs. Le visage de ma mère s'est crispé, un muscle sautant près de sa mâchoire.
Les yeux de Marie sont tombés sur le papier trop rapidement, puis s'en sont détournés. Mon père a enfin levé les yeux, juste brièvement, et son expression n'était pas de la surprise. C'était de la résignation, comme un homme regardant un pont s'effondrer après avoir entendu les poutres craquer pendant des mois. J'ai rassemblé les papiers dans le dossier, lentement. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. J'ai ouvert un litige et un examen de fraude auprès de la banque. Mon avocat est impliqué. J'ai annulé le paiement automatique. J'en ai fini de financer ça. À partir de maintenant, toute communication passe par Harper Sloan ou par écrit. Si vous contactez à nouveau mon lieu de travail, ce sera documenté et traité par mon avocat. La voix de ma mère a monté d'un cran. Tu as engagé un avocat contre tes propres parents. Vous avez utilisé mon nom sans mon consentement, ai-je dit. C'est pourquoi il y a un avocat. Le ton de Marie s'est aiguisé en une menace déguisée en confiance. Si tu fais ça, je dirai à tout le monde quel genre de personne tu es. Tu te crois intouchable parce que tu as un travail à Denver. Tu ne le es pas, ma mère s'est penchée, les yeux brillants de colère maintenant, pas de tristesse. Tu n'avais pas à nous humilier, a-t-elle dit. Tu n'avais pas à faire exploser nos vies. Je me suis levé, j'ai posé de l'argent sur la table pour mon eau et j'ai glissé le dossier dans mon sac. Vous avez fait exploser votre propre vie quand vous avez décidé que j'étais un outil, ai-je dit. Je ne fais que ne plus la maintenir ensemble. Mon père n'a toujours pas parlé. Il ne m'a pas demandé de rester. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il n'a même pas nié. Il est juste resté là, les épaules lourdes, laissant ma mère et ma sœur se battre pour l'histoire qu'elles voulaient. Ce silence était plus fort que n'importe quelle confession. Je suis sorti dans l'air humide de Charleston et je n'ai pas regardé en arrière par la fenêtre. Sur le trottoir, mon téléphone a vibré avec un nouvel email de Harper. Elle avait envoyé l'avis formel et la lettre de cessation de contact. Un langage clair, des limites fermes, le genre de papier qui ne se soucie pas du nombre de fois où quelqu'un dit « mais nous sommes une famille ». En me dirigeant vers ma voiture de location, la réalité s'est installée. La prochaine étape n'était pas une dispute. C'était une conséquence. Et quoi qu'il arrive à cette maison à Charleston, ce n'était plus à moi de la sauver. De retour à Denver, le processus s'est déroulé par étapes lentes et officielles, de la manière dont les systèmes se déplacent lorsqu'ils sont conçus pour résister aux mensonges. Jonah a confirmé que le litige avait été transmis à l'équipe d'examen des fraudes. Certaines activités sur le compte ont été restreintes pendant l'enquête. Il n'allait pas tout me dire immédiatement, mais même le langage de l'email a changé. Moins de services clients, plus de procédures, plus de poids. Une semaine plus tard, Jonah a envoyé un résumé qui m'a noué l'estomac et a rendu mon esprit silencieux en même temps. Les journaux d'accès liés au portail en ligne montraient des actions de vérification effectuées à partir d'un type d'appareil et d'un emplacement compatible avec Charleston. Ce n'était plus une vague possibilité. C'était un schéma, une piste. La banque ne pouvait pas accuser mes parents dans un email, mais les données n'avaient pas besoin d'élever la voix. Elles existaient simplement. Harper a travaillé sur deux fronts à la fois. L'un était ma protection, enlevant mon nom de la responsabilité et s'assurant que je n'étais pas responsable des paiements, des frais ou des pénalités liés à un accord que je n'avais pas autorisé. L'autre front était la responsabilité, documentant qui a bénéficié du refinancement, qui l'a initié et qui a participé aux étapes de vérification. Les lettres de Harper étaient contrôlées et vives. Elle a inclus le dossier de mes parents contactant mon lieu de travail. Elle leur a ordonné d'arrêter. Elle a prévenu que le harcèlement continu serait traité formellement. Elle n'a pas demandé de coopération. Elle a exigé la conformité. Puis la documentation sur le décaissement est arrivée. Je me souviens d'avoir fixé la page parce qu'elle a tout mis en place avec une sorte de simplicité maladive. Le refinancement ne visait pas seulement à sauver la maison. Il y avait une distribution de fonds en espèces qui allait au-delà du solde initial de l'hypothèque, et la destination n'était pas mystérieuse une fois que je l'ai vue. Une partie est allée couvrir les arriérés et les frais immédiats, oui, mais une autre partie a été dirigée vers des obligations qui n'avaient rien à voir avec le maintien du toit au-dessus de la tête de mes parents. Un groupe de comptes de crédit à taux d'intérêt élevé, une dette personnelle qui remontait au nom et à l'historique d'adresse de Marie, un incendie qui nécessitait de l'argent rapidement. Cela expliquait l'urgence. Cela expliquait pourquoi ma mère avait demandé ce code de vérification comme si de rien n'était. Cela expliquait pourquoi la photo du dîner importait tant. Pourquoi la légende devait dire « famille seulement ».
Pourquoi mon commentaire devait être effacé en 5 minutes? Ils ne voulaient pas seulement avoir l'air unis. Ils avaient besoin que les gens croient que la maison était stable. Que les parents étaient respectables. Que la famille allait bien, car si quelqu'un regardait de trop près, l'histoire ne tenait pas. Une fois que la banque a mis en place des restrictions et que le litige a avancé, la pression à Charleston n'a pas disparu. Elle s'est redirigée. Les messages de ma mère ont commencé à arriver moins souvent, mais quand ils venaient, ils étaient plus durs. Elle a cessé de prétendre qu'il s'agissait d'amour et a commencé à le traiter comme une guerre. Veux-tu que nous soyons à la rue? Veux-tu que les voisins se moquent? Tu ruines tout ce que nous avons construit. Ça aurait été presque poétique si ce n'avait pas été si cruel. Tout ce qu'ils ont construit. Construit sur mes paiements, construit sur mon silence, construit sur l'hypothèse que je continuerai à réparer les problèmes qu'ils créaient. Les avis de l'association des propriétaires ont commencé à apparaître dans mes emails aussi, transmis par Jonah dans le cadre du dossier en évolution, car mon nom avait été attaché à la propriété d'une manière que je n'avais pas entièrement comprise jusqu'à ce que les documents de refinancement fassent surface. Frais de retard, avertissement, langage formel sur les violations et la délinquance. Les ragots du quartier ont suivi juste derrière, pas dans des mots que j'ai entendus directement, mais dans la forme de la panique de ma mère. Elle se souciait plus des murmures que de la fraude. Elle se souciait plus que les lumières du Porsche soient vues que du fait qu'elle avait utilisé mon identité pour les maintenir allumées. Marie a disparu en ligne. Ses publications se sont arrêtées. Les discours moraux sur les enfants ingrats ont disparu. Les amis qui avaient été bruyants dans ses commentaires se sont tus. Elle a effacé des photos, verrouillé son profil, essayé d'éteindre le dossier de la même manière qu'elle avait supprimé la publication de l'anniversaire. Mais une empreinte numérique ne se soucie pas de la culpabilité. La banque avait ce dont elle avait besoin. Harper avait ce dont elle avait besoin. La chronologie existait, que Marie le veuille ou non. Au début de l'hiver, la maison de Charleston a commencé à glisser vers le résultat que ma mère avait toujours craint et que j'avais toujours empêché. Sans mes paiements automatiques, les paiements ont pris du retard. Avec l'examen de fraude en cours, mes parents ne pouvaient pas simplement s'appuyer sur mon nom pour se restructurer à nouveau. La banque a placé la propriété dans un statut plus agressif, et les avis sont devenus plus directs. Langage de défaut, clause d'accélération, prochaines étapes. La première fois que je suis repassé devant la maison, des mois plus tard, je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas garé dans l'allée. Je suis passé comme un étranger dans une voiture, et ça a fait mal d'une manière sourde que je n'attendais pas. Le Porsche semblait plus petit que dans mon souvenir. Le jardin, autrefois entretenu par ma mère comme une scène, avait l'air fatigué. Et sur le panneau à l'avant, un autocollant brillant était posé comme un sceau final, propriété de la banque. Je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti la gravité, le genre que l'on ressent quand un bâtiment s'effondre exactement comme les ingénieurs l'avaient prédit, parce que quelqu'un a continué d'ignorer la charge. Peu de temps après, Harper m'a transmis un document qui confirmait que mon rôle était officiellement séparé de l'obligation frauduleuse. Le langage était sec, quasi judiciaire, même si cela n'a jamais abouti à un procès public complet. Il déclarait que mon autorisation avait été utilisée à mauvais escient, que le processus de signature électronique avait été effectué sans mon consentement, que la responsabilité était réaffectée loin de moi et de retour aux emprunteurs d'origine et aux parties responsables. En lisant ces lignes, je n'ai pas souri. J'ai expiré. Mon corps a relâché quelque chose qui l'avait agrippé depuis le moment où j'ai vu mon nom sur cette première page. Jonah a envoyé un court message le même jour. Affaire résolue de notre côté. Vous n'êtes plus associé à la responsabilité du refinancement. Je vous souhaite le meilleur. J'ai répondu par 2 mots. Merci. Au travail, je suis entré dans le bureau de Miles et je lui ai dit que c'était réglé. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas demandé de pitié. Je lui ai dit que la situation avait été résolue par des canaux formels et qu'elle ne déborderait plus sur l'entreprise. Miles a hoché la tête et c'était tout. Ma vie à Denver est revenue à ce qu'elle avait toujours été. Délai, dessin, réunion, compétences discrètes. Sauf que maintenant, mon téléphone n'était plus une laisse. C'était juste un téléphone. Tess m'a retrouvé après le travail le jour où tout s'est finalisé. Nous nous sommes assis dans le même café où elle avait pour la première fois qualifié ma situation de ce qu'elle était. Elle n'a pas célébré bruyamment. Elle m'a juste regardé et a dit, tu l'as fait. J'aurais dû le faire plus tôt, ai-je admis.
Elle a secoué la tête. Tu l'as fait quand tu étais prêt à cesser d'être utilisé. C'est ça l'important. En février, j'ai fait un choix qui n'avait rien à voir avec mes parents et tout à voir avec moi. J'ai déménagé à Santa Fe, non pas parce que je fuyais, mais parce que je voulais une vie avec de l'espace, de la lumière, un rythme qui ne me donnait pas l'impression d'être toujours sur la défensive. J'ai trouvé un petit appartement avec des lignes épurées et de grandes fenêtres. J'ai acheté des meubles d'occasion et je les ai assemblés moi-même. Des vis dans ma paume, de la musique douce, personne ne demandant l'accès à mes comptes, personne ne demandant des codes, personne ne me disant que ma valeur se mesurait à ce que je pouvais couvrir. J'ai réinitialisé mes règles. Pas de connexion partagée. Pas de « par commodité ». Pas de lien financier qui m'obligeait à sacrifier la sécurité pour l'illusion de la proximité. Les limites n'étaient pas une punition. Elles étaient une structure. Le genre de structure qui maintient une vie debout. Un soir, en déballant une boîte que j'avais apportée de Denver, j'ai trouvé une vieille photo de famille. Nous tous sur le porche de cette maison de Charleston, il y a des années. Ma mère souriant vivement, mon père se tenant raide. Marie se penchant comme si le cadre lui appartenait, et moi, légèrement sur le côté, assez proche pour être inclus, pas assez proche pour compter. Je l'ai fixé pendant un long moment. Je ne l'ai pas déchiré. Je ne l'ai pas brûlé. Je n'ai rien fait de théâtral. Je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai placée au fond d'un tiroir. Le passé pouvait y rester, documenté, contenu, ne régissant pas mon présent. Ma mère a appelé une fois, après que tout soit terminé. Sa voix était plus mince que dans mon souvenir, mais le message n'avait pas changé. Tu n'avais pas à nous détruire, a-t-elle dit. Tu aurais pu aider. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai regardé le ciel de Santa Fe, pâle et large, le genre de ciel qui vous fait sentir à quel point le contrôle des autres est petit. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas énuméré à nouveau les faits. Je ne l'ai pas supplié de comprendre. J'ai dit une chose. J'ai aidé, pendant des années. Vous avez choisi quoi en faire. Puis j'ai mis fin à l'appel. C'était la vraie fin. Pas la lettre de la banque, pas le langage du tribunal, pas le panneau dans le jardin. La fin, c'était moi réalisant que certaines histoires ne se terminent pas par des excuses. Elles se terminent quand vous cessez de vous porter volontaire pour être blessé. Et debout dans mon appartement calme, avec mes propres meubles et mes propres règles, et aucune urgence vibrant sur ma table, une pensée s'est installée, claire et certaine. La paix était la chose la plus chère que j'ai jamais achetée.